L'offensive russe à Pokrovsk s'est brusquement arrêtée après une forte riposte ukrainienne visant des cibles stratégiques à Donetsk occupé, réduisant l'arsenal de Poutine en cendres et laissant les forces russes avec beaucoup de questions et très peu de réponses. C'est un sérieux revers pour le Kremlin, qui considère Pokrovsk comme une cible vitale depuis un certain temps déjà. En effet, les forces russes tentent agressivement de s'emparer de la ville depuis l'été 2024. L'Ukraine a montré une résilience remarquable en repoussant son ennemi et en gardant le contrôle de la zone. Et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi les deux camps tiennent tant à contrôler Pokrovsk. Elle se trouve à un emplacement extrêmement important, dans la région de Donetsk, avec de solides liaisons de transport et des routes d'approvisionnement à travers la zone environnante et plus profondément en Ukraine. Une grande autoroute part de Pokrovsk et va jusqu'à Dnipro, l'une des plus grandes villes du pays. Contrôler Pokrovsk offre de nombreux avantages et permet d'utiliser les routes et réseaux logistiques pour faire entrer ou sortir approvisionnement ou renfort de la ville. C'est pourquoi l'Ukraine a pu si bien la défendre. Un approvisionnement régulier facilite les rotations et la logistique pour soutenir les défenseurs de la ville. C'est pourquoi la Russie tente désespérément de les repousser par tous les moyens, les commandants du Kremlin ayant testé diverses tactiques. Ils ont tout essayé, du lancement de groupes d'assaut, de drones, d'artillerie et de chars dans la zone, jusqu'à envoyer des soldats russes déguisés en civils locaux, dans l'espoir de saboter cette ville de l'intérieur. Mais l'Ukraine a réagi de la bonne manière à chaque fois, utilisant ses propres drones et diverses autres défenses pour repousser les attaques de l'ennemi. Le commandant en chef ukrainien, Oleksandr Syrsky, a récemment annoncé sur Telegram que les forces ukrainiennes ont repris plus de territoire qu'elles n'en avaient perdu près de Pokrovsk. En août, les occupants espéraient se percer et ont déployé un maximum d'efforts pour réussir. C'est devenu le mois où l'ennemi a enregistré les gains territoriaux les plus faibles de ces derniers temps. Si nous allons vers Dobropilia, où l'ennemi a formé un groupe offensif, alors ici, les Russes ont capturé 135 km² mais ils en ont perdu 255. Dans la direction de Pokrovsk, le gain était de 5 km², tandis que nos troupes ont repris le contrôle de 26 km². Maintenant, en septembre, malgré le fait que nous devons encore faire face littéralement à des centaines d'assauts russes dans la région chaque semaine, l'Ukraine ne se contente pas de se défendre, elle riposte aussi contre la Russie, compliquant la vie des commandants ennemis. Récemment, l'Ukraine a mené des frappes de précision sur plusieurs dépôts de munitions près de Pokrovsk et plus en profondeur dans le territoire occupé de Donetsk. Chaque armée a besoin de munitions. Même la Russie, bien qu'elle dépende aujourd'hui fortement des drones et missiles, doit fabriquer d'énormes quantités de munitions pour approvisionner ses soldats et maintenir leur préparation sur toute la ligne de front. Elle stocke une grande partie de ses munitions dans des dépôts, à la fois sur son propre territoire et dans les zones occupées. Ainsi, elles peuvent être rapidement transportées vers le front dès que nécessaire. Maintenant, avec l'Ukraine qui fait exploser bon nombre de ces dépôts, les soldats russes, qui combattent en première ligne près de Pokrovsk, commencent à manquer de munitions. Cela, à son tour, ouvre des opportunités que l'Ukraine peut exploiter pour potentiellement percer les lignes russes, ou repousser l'ennemi et reprendre davantage de territoires perdus. Avant d'examiner les effets et prochaines étapes du plan ukrainien, il faut d'abord regarder les principales attaques contre les dépôts de munitions jusqu'ici. Certaines des frappes les plus importantes ont eu lieu à Donetsk, en plein cœur de la région occupée de Donetsk. Là-bas, plusieurs explosions ont retenti après que les drones longue portée de l'Ukraine ont survolé la ville et ciblé d'importants dépôts de munitions. Des images de soldats russes près de la scène montrent des traînées de fumée, suggérant l'activation des systèmes de défense aérienne du Kremlin. Les images montrent aussi de fortes colonnes de fumée noire au-dessus d'une installation, suggérant que les défenses aériennes n'ont pas arrêté tous les drones. Et à un moment donné, une explosion retentit avec une telle puissance. L'onde de choc qui en résulte fait tomber au moins un soldat au sol, malgré la distance de plusieurs kilomètres. Les rapports indiquent que des explosions secondaires ont continué dans les heures qui ont suivi, ce qui constitue une preuve évidente que des incendies se sont probablement déclarés dans les dépôts de munitions, et que des centaines de tonnes de munitions se sont ensuite enflammées et ont explosé. On ne peut pas savoir exactement combien de dégâts ont été causés ici, mais l'ampleur des explosions et de la fumée en dit long. Il faut aussi noter que des panaches de fumée ont été vus à au moins 2 endroits de la ville. Cela laisse donc entendre, une fois de plus, que non pas une, mais au moins 2 grandes bases de munitions ont été touchées lors de cette attaque.
C'est un autre signe de la remarquable capacité de l'Ukraine à exploiter le renseignement, en ciblant les éléments clés de la machine militaire russe, choisissant le moment idéal pour frapper et saisissant chaque occasion d'infliger des coups décisifs à son ennemi. D'autres frappes ont touché Selidovo, dans la région de Donetsk, bien plus proche de la ligne de front et à environ 15 km au sud-est de Pokrovsk. De nouvelles images montrent une base militaire locale et un entrepôt entièrement englouti par les flammes et la fumée. Encore une fois, l'intensité de l'incendie, combinée aux bruits d'explosions secondaires retentissant en arrière-plan, suggère qu'il s'agissait bien d'un dépôt de munitions, et que les munitions à l'intérieur étaient en train de s'enflammer et d'exploser. Pendant que la vidéo était filmée, on peut également voir un soldat russe, visiblement secoué par l'incident, marcher vers la caméra en marmonnant. Que l'enfer s'est déchaîné dans la ville, résumant la situation de façon assez succincte. Comme Pokrovsk, Selidov est un centre logistique clé en Ukraine, exploité par les Russes depuis sa prise. Ils ont installé des bases et stocké beaucoup de munitions dans la région, mais devraient peut-être repenser cette stratégie après cette attaque ukrainienne dévastatrice. Le problème pour le Kremlin est que Selidov reste très proche de la ligne de front. L'Ukraine peut donc facilement utiliser drones, missiles ou artillerie pour cibler cette ville. Les forces russes ont peut-être supposé qu'elles auraient déjà progressé à ce stade, étendant ainsi leur avantage et sécurisant Selidov par la même occasion, à mesure que la ligne de front s'éloignait. Mais leur progression a été lente, et ils en paient maintenant le prix. La Russie a construit sa base et son dépôt de munitions à un emplacement stratégique de la ville, entouré de grands bâtiments censés protéger contre drones et missiles. Mais l'Ukraine a vu clair dans ce plan et a frappé avec la plus grande précision, touchant la base de plein fouet et ne laissant derrière elle qu'un tas de décombres en flammes. Ce ne sont que deux des récentes attaques ukrainiennes contre d'importants stocks de munitions dans la région. De telles frappes ont eu lieu ces dernières semaines et mois. Cela s'inscrit dans la campagne ukrainienne visant à affaiblir la Russie dans les zones stratégiques. Début juillet, des rapports ont mentionné une attaque ukrainienne réussie contre un dépôt de munitions russes à Karsisk, dans le Donetsk, en territoire occupé. Des vidéos ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, montrant la destruction, alors que de grandes explosions frappèrent la zone. Cela est survenu quelques jours après une autre frappe majeure à Donetsk occupée, provoquant aussi explosions et incendies. Au même moment, les médias ont annoncé que le régiment séparé Phénix des gardes-frontières avait détruit un dépôt de munitions russes lors d'une frappe de drone de précision. Peu à peu, toutes ces attaques s'accumulent et laissent la Russie avec de nombreux problèmes à résoudre. Et cela n'aide pas la Russie que tant de ces attaques soient concentrées dans la région de Donetsk, ou plus précisément encore, dans le triangle ferroviaire Donetsk-Yazinovato-Holivka. Ce triangle, ainsi que le corridor routier tout aussi important d'Adivka ou de Shoreteneir, a constitué un système de soutien inestimable pour l'offensive russe, dans et autour de Pokrovsk, qui dure depuis plus d'1 an, mais s'est particulièrement intensifié depuis cet été. En ciblant les dépôts de munitions de cette zone, l'Ukraine force la Russie à adapter ses tactiques. Et la guerre a prouvé jusqu'à présent que les commandants russes obstinés ne s'en sortent pas toujours bien lorsqu'on leur demande de s'adapter. Avec la destruction de leurs grands dépôts, le commandant doit disperser les munitions restantes en petites caches. Ils ne peuvent plus accumuler autant de munitions. Des bombes et des drones continuent de viser les mêmes lieux, car les drones ukrainiens peuvent facilement revenir les faire exploser. Ils doivent plutôt diviser et cacher leurs fournitures, puis s'appuyer sur des convois efficaces pour les acheminer aux troupes en première ligne. Mais cela offre aussi à l'Ukraine la possibilité de repérer et intercepter ces convois, laissant les unités russes avancer avec encore moins d'espoir d'obtenir les fournitures nécessaires à leur survie. Les frappes sur Selidov sont aussi très dévastatrices selon la Russie. Cette ville, principal centre de munitions au sud de Pokrovsk, étant désormais en flammes, la Russie n'a plus de base sûre dans la région. Elle doit stocker ses munitions plus loin et les transporter sur de plus longues distances, souvent sur des routes en très mauvais état et très exposées aux frappes de drones ou d'artillerie. Cela, à son tour, crée plus de chaos et rend la ligne défensive de la Russie beaucoup plus faible. Parce que si les soldats n'ont pas suffisamment de munitions et que les commandants savent que d'autres approvisionnements n'arriveront pas, ils doivent adapter leur tactique. Ils pourraient moins bien résister aux bombardements et assauts que fréquents dans les secteurs concernés. Ils doivent donc être plus prudents, rationner les obus
limiter les attaques et choisir leurs batailles avec soin. Cela contraste avec les tactiques russes habituelles, axées sur l'agression et l'écrasement de l'opposition par la force et des assauts intenses. C'est une manière de combattre complètement différente, et cela rééquilibre radicalement les chances entre les deux camps. L'Ukraine, moins préoccupée par les attaques russes, peut utiliser ce temps pour planifier plus de contre-attaques. Parce que si les troupes russes en première ligne n'ont pas assez de munitions pour des échanges de tirs prolongés, elles pourraient être facilement repoussées, forcées d'abandonner leur poste, permettant à l'Ukraine de reprendre des villes et villages importants qui semblaient avoir été perdus pour de bon. Plus l'Ukraine repoussera les Russes, mieux ce sera. Parce que, même si leur progression a été lente, les forces russes Kongo-Idei ont gagné du terrain récemment, et se sont rapprochées petit à petit de Pokrovsk, un petit bout de terre à la fois. L'Ukraine peut désormais annuler efficacement des semaines, voire des mois, d'efforts russes, les renvoyant à la case départ et créant une zone tampon autour de Pokrovsk, rendant sa prise encore plus difficile. Les forces ukrainiennes peuvent désormais envoyer plus de drones derrière les lignes ennemies, grâce aux brèches créées par les frappes sur les défenses aériennes et radars. Arrivés sur le territoire occupé, les drones scannent la zone pour collecter des renseignements pour les bataillons ukrainiens. Frapper directement les convois, détruire les dépôts de réparation, les postes de commandement et davantage de caches de munitions, aggravant le cauchemar logistique de la Russie. Des analystes estiment que des centaines de tonnes d'obus ont été détruites lors des récentes attaques à Donetsk. Ajoutez-y toutes les munitions et armements détruits lors d'autres attaques. Et la Russie fait face à une crise sans solution évidente. Elle a déjà perdu beaucoup, avec des centaines de milliers de soldats tués et d'innombrables blessés. Elle a assisté, impuissante, à la destruction par drones et missiles ukrainiens de milliards de dollars d'équipements militaires, milliers de chars, véhicules blindés, canons anti-aériens, systèmes de défense, radars, avions, navires, missiles et véhicules de soutien. Son économie est au bord du gouffre, et sa base industrielle est de plus en plus sous pression, rendant sa chaîne d'approvisionnement de plus en plus vulnérable à des frappes directes et dévastatrices. Même avec toutes les ressources de la Russie, son immense budget militaire et ses grandes usines, qui seraient capables de produire des centaines de chars et des milliers de drones, elle va avoir du mal à reconstituer les énormes quantités de munitions utilisées. Cela complique davantage la tâche du Kremlin pour soutenir son effort de guerre affaibli. Les attaques ukrainiennes vont aussi sûrement affecter le moral, déjà très bas dans de nombreux secteurs des forces du Kremlin. Les soldats se demanderont pourquoi leurs commandants ne leur fournissent pas les munitions et ressources nécessaires pour survivre. Certains pourraient même prendre la décision audacieuse mais logique d'abandonner leur poste, de brandir le drapeau blanc, ou même de faire défection du côté ukrainien par peur pour leur vie. Parce qu'à chaque jour qui passe sans munitions en soutien, les unités de première ligne russes s'affaiblissent. C'est exactement ce qui s'est passé au printemps et en été, lorsque des groupes de soldats russes ont été habilement coupés de leur ligne d'approvisionnement par l'Ukraine, les laissant non seulement sans munitions, mais aussi sans nourriture ni eau. Finalement, l'inévitable est arrivé et les unités russes se sont effondrées. Le même genre de choses se produit en ce moment même dans des endroits comme Dobropilia et d'autres zones proches de Pokrovsk. Là-bas, les Russes n'ont aucune aide et aucun espoir de réaliser le moindre progrès significatif. Leur seule option est de rester assis, d'attendre et de prier pour que, d'une manière ou d'une autre, la situation change. Mais l'Ukraine continue de prouver sa supériorité tactique, tandis que les commandants russes montrent encore leur incompétence, rendant la situation très sombre pour les unités en première ligne. Et le meilleur dans tout cela pour l'Ukraine, c'est que cela ne se produit pas seulement dans la région de Pokrovsk. Ce n'est même pas exclusif à la région de Donetsk. Sur tout le front, l'Ukraine adopte une stratégie similaire, à la fois très efficace et étonnamment simple. Elle consiste en une tactique simple et globale, identifier les atouts les plus importants et précieux de la Russie, et les éliminer afin d'équilibrer les chances et de rendre l'avancée des forces du Kremlin beaucoup plus difficile. Ce n'est pas sorcier, c'est sans doute la tactique la plus logique et viable dans une guerre opposant un camp bien plus grand à un autre. L'Ukraine sait depuis le premier jour qu'elle est la plus faible des deux parties en termes d'argent, de ressources et de puissance militaire. Elle n'a ni les importants stocks de munitions, chars et véhicules blindés de la Russie, ni la puissante industrie militaire soutenue par le Kremlin depuis l'Union soviétique. En résumé, l'Ukraine a toujours été désavantagée et a dû chercher à rééquilibrer les chances. La Russie a toujours su qu'elle était en position de force.
Elle peut compter sur ses vastes ressources, son énorme budget militaire et d'autres atouts comme la main-d'œuvre pour accentuer la pression sur son adversaire. Les positions respectives des deux camps ont fortement influencé leur tactique tout au long de la guerre. La Russie a toujours misé sur la force. Sa stratégie consiste à lancer tout ce qu'elle peut contre l'Ukraine, que ce soit des soldats, des chars, des drones ou des missiles, et espérer que cette pression finira par provoquer des fissures, et user les défenses ukrainiennes par l'usure. L'Ukraine, en revanche, a dû être plus intelligente, plus tactique, sortir des sentiers battus pour prendre l'avantage là où elle le peut. Elle a dû faire des sacrifices et des compromis à d'innombrables reprises. Et elle n'a certainement pas pu utiliser des tactiques de force brute comme la Russie. Au cours des 12 derniers mois, Kiev semble avoir trouvé la voie idéale à suivre. Grâce à sa maîtrise des drones et à ses services de renseignement très efficaces, à maintes reprises, elle a identifié les cibles les plus importantes pour la Russie et les a éliminées une par une. Dépôts de munitions, aérodromes, raffineries, réservoirs de carburant, chemins de fer, routes, ponts, postes de commandement. De nombreux éléments clés du puzzle logistique russe ont été rayés de la carte, et l'avancée de la Russie sur le front a, par conséquent, perdu de son élan. Et l'Ukraine ne relâche pas la pression. Elle maintient autant de pression que possible, et d'autres frappes sur des dépôts de munitions supplémentaires, et d'autres cibles de grande valeur du côté russe sont probables dans les jours et semaines à venir. Les forces ukrainiennes pourraient également contre-attaquer pour reprendre des villages et récupérer du territoire, consolidant ainsi leur position le long des lignes de front, et laissant la Russie de plus en plus sous-approvisionnée, démoralisée et impuissante. Découvrez maintenant comment l'Ukraine piège, encercle et élimine habilement les Russes le long du front dans notre vidéo récente. Examinons un sabotage ukrainien réussi à Zaporijia ayant causé la mort de 18 officiers russes, ou pour une vue d'ensemble plus large de la guerre, consultez notre analyse approfondie sur comment, pourquoi et en quoi la Russie était toujours vouée à l'échec en Ukraine. Et enfin, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour rester informé de tout ce qui se passe dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que dans d'autres conflits importants à travers le monde.